Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première émission de Laval et compagnie. À chaque semaine, l'émission traite de l'actualité lavalloise et de sa vie sociale, communautaire, du monde de la politique et des affaires. Laval et compagnie, c'est tout ça et bien plus encore. À chaque semaine, il va nous faire écho de l'actualité à Laval et il est justement de l'écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Éric. Alors d'abord, premier sujet, les dos d'âne. Si vous circulez à Laval, vous êtes chanceux de trouver un dos d'âne actuellement. Il y en a très peu, peut-être une dizaine tout au plus. C'est pas de tradition d'établir des dos d'âne à Laval. Dans bien d'autres municipalités, on est fervent de ces bosses de réduction. Mais c'est une idée qui germe là, depuis les derniers mois des conseillers municipaux, des élus qui tentent de convaincre l'administration d'en instaurer davantage. Question de sécurité, essentiellement. Évidemment qu'on ne veut pas mettre des dos d'âne partout dans Laval. Ce serait un peu impensable, par exemple, d'en établir sur le boulevard Saint-Martin, mais dans des quartiers résidentiels, près des parcs, près des écoles. Et on espère pouvoir faire changer le vent de côté avec, évidemment, la campagne électorale. Peut-être qu'un jour, on en aura davantage. Donc, c'est des promesses en ce moment. Les gens disent ça. C'est un conseiller... Moi, ce qu'on me dit, Ghislain, oui. c'est que ça fait plaisir à 50 % de la population et ça déplaît à 50 % des... Effectivement. On a tenté le terrain, nous, du côté des Lavallois. Une bonne partie appuie ce projet, cette idée, mais d'autres sont en défaveur. On dit que ce n'est pas nécessairement la solution idéale pour réduire la vitesse et accroître la sécurité. C'est ce qu'on nous dit également du côté de Laval, que ce n'est pas l'ajout de ces dos d'âne qui va convaincre les automobilistes d'être plus prudents dans les quartiers. D'abord et avant tout. Oui, tout à fait. La patrouille aussi, la patrouille policière, qui a plus d'endroits où on... Exactement. L'implantation de radars photo, mais bon, somme toute, ce sont des idées, évidemment, qui seront débattues en campagne électorale et on va surveiller si, effectivement, Laval va voir le nombre de dos d'âne augmenter dans les prochains mois. Toi, t'es pour ou contre? Je suis divisé sur la question. Bon. Tout à fait. Moi, c'est pas des dos d'âne que je mettrais, ce serait des trous. Ah? Ce qui est encore bien moins pire. Et ça ralentit quand même. Ouais, en principe, c'est censé ralentir. Ça, c'est certain. OK. On parle du facelift électoral pour les élections municipales qui s'en viennent. Qu'est-ce qui va changer au juste? Une chose est certaine, c'est que le paysage lavallois, au lendemain du 3 novembre, va changer complètement. Depuis 2001, à Laval, il n'y avait pas d'opposition. Gilles Vaillancourt et son équipe, le Parti pro des Lavallois. Oui. Avec le départ de Gilles Vaillancourt, la dissolution du parti, on voit une multiplicité d'acteurs sur le terrain. Des formations politiques. Imaginez, à ce jour, la période de mise en candidature électorale s'est ouverte jeudi dernier, le 20 septembre. C'est pas fini encore. Elle va se clore le 4 octobre. C'est ça. Il y a 5 formations politiques d'enregistrer. Wow. Déjà, en partant. Okay. Si vous voulez, on fait le tour rapidement. Oh, ben oui. Partons par celle qui compte le plus d'ancienneté. C'est le Parti au service du citoyen, qui a été créé en janvier 2007 par Robert Bordelot. Un homme qui est bien connu de la politique municipale. Ça fait 20 ans qu'il tente de se faire élire. D'abord comme conseiller municipal dans Laval-des-Rapides et depuis 2009. En 2009, en fait, il a tenté sa chance à la mairie. Donc, lui, il n'a jamais été élu? Il n'a jamais été élu, Robert Bordelot, mais avec sa vingtaine d'années maintenant passées dans l'opposition, si l'on peut dire entre parenthèses, il dit bien connaître les idées, les suggestions pour amener Laval un peu plus loin. Il présente une équipe complète. Combien de conseillers on présente? 21 districts, okay. Plus le maire, donc 22 en tout. Il compte sur une équipe complète, bien que certains candidats ont quitté le navire au cours des dernières semaines. Il faut dire que le chef Bordelot s'est retrouvé dans l'actualité bien malgré lui. Il a fait quoi, lui? Des démêlés de Revenu Québec, des démêlés personnels et professionnels avec son entreprise qui ont fait que certains candidats ont préféré quitter le bateau du Parti au service du citoyen. Donc ça, c'est le PCS. Ensuite, il y a qui? Ensuite, on a le Mouvement Lavallois, créé en 2009. David de Cotis, qui était membre à l'origine du Parti au service du citoyen de Bordelot, a décidé de quitter pour créer sa propre formation politique. Lydia Bouliane a été la chef et candidate à la mairie en 2009. Elle a exercé ce rôle jusqu'en juin dernier, où à ce moment-là, on a désigné Marc Demers comme nouveau candidat à la mairie.
Sauf que la candidature de Marc Demers, il y a une certaine controverse. Il faut préciser que les règles électorales précisent que vous devez habiter le territoire où vous allez briguer, évidemment, un poste. Vous devez résider ce territoire un an au moment du déclenchement de la période de mise en candidature, donc en septembre 2012. Marc Demers a longtemps habité Laval, sauf durant une courte période, soit de juin 2012 à novembre 2012. Mais lors de son annonce de juin dernier, il a déclaré aux nombreux médias qui lui ont posé la question « Oui, je possède de la jurisprudence et des avis juridiques qui me permettent de croire que je suis un candidat valide. » Là, on en a 2 de fait, puis il nous en manque 3. Là. Tout à fait. Les autres, rapidement. Les autres. Le nouveau Parti des Lavallois qui a vu le jour un peu de façon particulière puisque le fondateur du parti, Claude Bélanger, a d'abord recherché ses candidats par le truchement de petites annonces de journaux locaux. Ce qu'il faut dire, c'est que le fondateur a claqué la porte du parti. Il n'est plus là. C'est un parti dirigé par Guy Landry. Il y a Action Laval de Jean-Claude Gobé. Jean-Claude Gobé, qui est un politicien bien connu sur la scène provinciale. Il a été député de La Fontaine de 85 à 2003. Il a tenté sa chance au fédéral sans succès en 2004 et 2006. Et maintenant, il tente l'aventure du côté municipal. Et je termine en vous parlant de Option Laval. C'est le parti qui a vu le jour et qui a été autorisé par le DGE il y a de ça quelques jours à peine par Claire Lebel. Elle est conseillère municipale actuellement à Laval. Claire Lebel qui a aussi fait la manchette puisqu'elle a été l'élu qui s'est... elle a elle-même avoué au DGE avoir servi de prête-nom dans le stratagème qui a été évidemment mentionné durant la commission Charbonneau. On lui a desservi un constat d'infraction, mais elle est éligible à la prochaine élection et elle a lancé son parti Option Laval. En tout cas, il ne manquera pas de nourriture pour les prochaines semaines pour votre journal. Là. Et tout à fait. Et ça, sans compter les nombreux indépendants qui se présentent. Vrai, et parmi ceux-ci, il y a un candidat à la mairie du nom de Jacques Fouché qui était jusqu'à tout récemment greffier à la ville de Joliette. Puis en 30 secondes, est-ce qu'on peut parler du redécoupage pour les élections en 2015? En tout cas, probable ici dans Laval? Oui, au fédéral, en fait, on aura toujours 4 circonscriptions. Il y en a 2 qui ont changé de nom et qui ont changé un peu en termes de délimitation géographique. Ce qu'on connaissait sous le nom de Laval. La circonscription de Laval va dorénavant s'appeler Vimy et la circonscription de Marc-Aurèle Fortin, qui se rendait également sur la Rive-Nord à Rosemère, maintenant est ramenée tout simplement au territoire lavallois et la circonscription va porter maintenant le nom de Sainte-Rose, qui va porter une certaine confusion puisqu'au provincial, on a également un comté du nom de Sainte-Rose. Bon, on a quand même 2 ans devant nous pour se faire une tête là-dessus. Tout à fait, oui. Et concentrons-nous d'abord sur les élections municipales. 3 novembre. Tout à fait. Merci, Ghislain. On peut lire Ghislain Plourde à chaque semaine dans l'Écho de Laval. À 450 Sport, cette semaine avec Sarah Bibeau, on parle d'un organisme à but non lucratif, le Club d'aviron de Laval. Bonjour. C'est bien ça. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien pour cette première. Oui. Et avant ça, tu voulais nous parler des sports en général, si je comprends. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Okay. Alors oui, on va parler du Club d'aviron de Laval tout à l'heure, mais tout d'abord, puisque je vais être ici pour faire la chronique sportive pendant toute la saison, bien, je me suis dit, pourquoi pas essayer de définir qu'est-ce que le sport, hein? Oui. Donc, je vais être ici tout au long de la saison pour parler de sport. Alors, pourquoi ne pas débuter en s'interrogeant sur qu'est-ce que c'est le sport? Alors, je te pose la question, Amélie. Ah oui, à moi. Oui, je te pose la question. Donc, comment est-ce que tu définirais le sport en tant que tel? Ça serait... Question piège, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Sarah. Alors, en fait, ça serait... une activité physique, vraiment, qui nous tient en forme, mais aussi, c'est mental, le sport. Parce que moi, je fais beaucoup de courses et passer un certain nombre de kilomètres, disons, après un 5 km, tout est dans le mental. À un moment donné, le corps, il est habitué, puis c'est vraiment psychologique.
Tu as tout à fait raison. De voir l'affaire. Bien, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, le sport, c'est une activité physique. Hein. On prend ça souvent pour acquis. On fait du sport depuis qu'on est jeune. On court, on s'amuse, on joue à la marelle, on fait de la corde à danser. Peut-être moi, côté féminin, là, je parle des activités que je faisais. Mais le sport, donc, ça peut être pratiqué seul, ça peut être pratiqué en équipe. Le sport peut aussi être considéré comme étant un loisir. Les loisirs, on considère souvent les jeux de société, puis tout ça. Mais le sport peut être un loisir pour certains, mais ce qui est un loisir pour certains peut ne pas l'être pour d'autres. Comme par exemple, les athlètes olympiques, des athlètes professionnels, c'est leur carrière. Hein? Ils sont des sportifs de carrière professionnelle. Donc, ils pratiquent le sport pour leur carrière, mais dans leur loisir, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de sport non plus. Donc, il y a vraiment toute la distinction à faire entre le loisir, le professionnel. Donc, les sports sont partout. Hein? Ça peut être des enfants qui jouent, ça peut être des exigences d'un programme scolaire, parce qu'au Québec, on a des exigences particulières, donc il faut faire un certain nombre d'heures d'activité physique par semaine. Ça peut être un sujet de conversation quotidienne. Ça peut être à la télévision, comme on est en train de faire, on parle de sport en tant que tel. Est-ce que le bowling, ça serait un sport, selon toi? Bien, moi, je dis que oui. Oui? Hein? Oui. Je pense à ça parce que j'ai joué toute la journée samedi et je suis raquée partout. Donc, je me disais, peut-être que c'est un sport, finalement. Ben oui. Alors, moi, je dis, le sport, on prend ça personnel. Donc, si on a une activité un peu mentale, activité physique, sociale, on peut considérer comme étant un sport. Mais pour poursuivre, donc, comme je disais, à la télévision, donc on peut en parler, que ce soit aussi un sport, parce qu'il y a des gens qui regardent, qui aiment beaucoup regarder le sport à la télévision, mais qui n'en pratiquent pas du tout dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc, ça peut être le sport du côté d'un spectateur, sport en tant que spectateur. Donc, on peut être aussi fier partisan, la passion, fier partisan, par exemple, des Canadiens de Montréal. Oui, on est tout à fait. Excusez-moi, un fier partisan. Ou sinon, une ferveur nationale. Pendant les Jeux olympiques, hein, on prend pour notre pays, on prend pour les Canadiens ou peu importe notre pays d'origine, ou pendant la Coupe du monde. Donc, c'est pour ça que j'ai déblatéré pendant quelques minutes sur le sport. Mais c'était pour introduire justement le fait que pendant la saison, donc je vais vous réserver un petit peu de tout. Pas seulement du sport au niveau des athlètes individuels à Laval, mais des sports d'équipe, des sports pour tous, des sports en tant que loisir, et bien plus. Et du sport de salon. Ben oui, du sport de salon aussi, pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, tout ça dit, je vais parler maintenant du Club d'aviron de Laval. Club d'aviron. Alors, le Club d'aviron. Qu'est-ce que l'aviron? Est-ce que oui, je me demandais, il y a le canot, il y a le kayak, le rabasca, mais c'est quoi l'aviron? Il y a un rameur, 2, 3, 4 avec barreur, sans barreur, je sais plus. Alors, l'aviron, donc, ce sont des bateaux de course dirigés par des avirons, d'où le nom aviron. Donc, ça peut être loisir ou pratiquer dans la compétition. Il y a de l'aviron de rivière, de l'aviron de lac, de l'aviron de mer. Par exemple, l'aviron de mer utilise un type de bateau différent pour éviter le contre-coup avec les vagues, donc un bateau un petit peu plus robuste. Ensuite, le rameur est assis au niveau de l'eau et il rame. C'est la main gauche en avant de la main droite, je crois, lorsqu'il rame. Ensuite, le rameur est assis dos à la direction du bateau. Donc, le bateau pointe vers la direction inverse du rameur. Ensuite, un petit truc cocasse. Il ne faut jamais mettre les pieds dans le fond du bateau par risque de le défoncer. Alors, c'est fait, le bateau est fait pour qu'il y ait une place exactement où on peut mettre le pied et ainsi se placer pour pas défoncer le bateau. Mais c'est fait en quoi, ces bateaux-là? C'est fait une petite fibre de bois. Je pourrais pas dire exactement comment c'est fait, mais c'est fait fragile. Okay. Alors, tout ça dit, maintenant, on va aller vers le Club d'aviron de Laval. Donc, une petite historique du club. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un club à but non lucratif qui a été fondé en 1956. C'était tout près de la rivière des Prairies, à Chemédé. C'était Albert Conrad, c'est un Allemand qui a ouvert sa cour. Donc, le club était dans sa cour à lui. C'était l'un des meneurs du club. Okay. À la fondation, le club portait le nom du Montréal Rowing Club. Donc, rowing, c'est aviron en anglais. Et il va changer de nom à la fondation de la ville de Chemédé ou pour finalement porter celui de Laval lors de la fusion des villes, Chemédé, Laval-des-Rapides et tout ça. Dès sa fondation, le club faisait partie de l'Association québécoise d'aviron, la AQA, et aussi de l'Association de l'Est, donc de Eastern Rowing Association, qui était composée des clubs de Brockville, Cornwall, Ottawa
Kingston et Peterborough. C'est ça, avec mon petit accent anglophone. Oh, c'est magnifique. Alors, le club a remporté plusieurs trophées. Il y a plusieurs membres du club qui ont été porteurs des couleurs du Canada pour des courses internationales. Est-ce qu'on a des champions olympiques qui viennent du club d'aviron de Laval? Je n'en connais pas encore, mais il y en a eu. Faudrait que je retourne voir. Oui, c'est à suivre. Je vais faire mes recherches pour la semaine prochaine. Donc, je vais t'arriver avec des noms, là, les noms officiels. OK, parfait. Alors, on poursuit. Donc, j'ai un petit quelque chose dans la gorge. Excusez-moi. Pas de problème, il y a de l'eau. Alors, donc, le bâtiment actuel du Club d'aviron a été fondé en 1972. C'est par des bénévoles qui ont construit ça. Et la flotte de l'aviron comporte 39 bateaux qui sont pour l'initiation, la pratique récréative et la compétition. Donc, maintenant, petite nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Donc, en août dernier, il y a eu 4 rameuses du Club d'aviron de Laval qui ont remporté une médaille de bronze aux Jeux du Canada qui ont eu lieu à Sherbrooke. Donc, ce sont Maryse Dubois, Chloé Aymon, Florence Martin et Tessie Salatas qui ont remporté. Chloé témoigne du 2000 mètres. Elle dit qu'à 150 mètres de l'arrivée, elles étaient nez à nez avec les filles de la Saskatchewan, mais dans un ultime effort d'équipe, elles ont coiffé l'équipe pour remporter la médaille de bronze. Wow, félicitations. Alors, félicitations aux filles. Oui. Il y a beaucoup de photos, il y a plusieurs informations qui se trouvent sur leur site Internet, donc le www.avironlaval.com. On félicite les filles, on félicite les athlètes. Et puis, si jamais vous voulez plus d'informations, bien, vous n'avez qu'à aller sur le site Internet. Super. Merci beaucoup, Sarah. Et je crois qu'il y a des cours aussi offerts pour les gens qui Oui, il y a beaucoup de choses offertes. C'est pas juste pour le niveau compétition. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour l'initiation, la pratique récréative et la compétition. Parfait. Merci beaucoup, Sarah. Ça m'a fait plaisir. Le 3 novembre prochain, le Québec va se choisir ou rechoisir des maires et des conseillers municipaux à travers la province. Et justement, pour nous parler du rôle de conseiller municipal, il connaît ça, 20 ans dans le métier. Il a été élu jusqu'en 2009, conseiller entre autres du secteur ou du district Concorde-Bois-de-Boulogne. Jean-Jacques Lapierre. Monsieur Lapierre, merci d'être là. Bien, Monsieur Rémy, c'est un grand plaisir d'être avec vous, de parler d'une chose très importante. Je sens que ça vous passionne. C'est passionnant, c'est passionnant la vie politique parce que c'est important. Vous savez, dans une ville comme Laval, où il y a plus de 400 000 habitants, alors la qualité de vie des citoyens en dépend. Complètement. Et elle a été malmenée, la politique municipale. Oui, puis pas à peu près. C'est qu'il y a un sentiment actuellement négatif concernant la politique. Puis pourtant, il y a des gens très honnêtes encore, très dévoués, qui veulent... Pas toutes les pommes qui sont pourries, là. Non. Il y en a des bons, il y en a de très bons encore, très, très valables. Puis je pense que l'avenir va nous prouver qu'à Laval, il y a des citoyens qui ont beaucoup de qualité, qui vont donner aux citoyens la qualité de vie qu'ils méritent. De toute façon, c'est le retour du balancier. Qu'on a été trop d'un bord, on s'en va un peu dans l'autre. C'est pas un peu ça? Oui. C'est-à-dire que oui et non. Vous savez la vie, c'est assez difficile. Il y a des gens, des fois, qui sont opportunistes, qui amènent à poser des actions. Et puis, disons qu'il faut réparer ça. Puis, tant mieux, actuellement, c'est qu'il y a une prise de conscience de tout le monde. Mais les gens ont une possibilité aussi de se faire valoir. La personne, le conseiller municipal, aujourd'hui, va avoir des possibilités maintenant de se faire valoir davantage. Donc, ça va être plus intéressant d'avoir ce poste-là maintenant? Beaucoup plus davantage, beaucoup plus intéressant parce qu'il va avoir des possibilités de faire évoluer les situations. Ça mange quoi en hiver, un conseiller ou une conseillère municipale? Un bon conseiller municipal, là, lui, il y a un quartier. D'abord, ici à Laval, il y a 21 quartiers d'à peu près de 20 000 habitants. Alors, imaginez-vous, il doit voir la qualité de vie de son quartier, l'améliorer, être en contact avec les gens, les associations, participer aux activités, avoir l'oreille. Tu sais. Alors, le bon conseiller municipal va être présent. Puis il va aider. Ensuite, il va avoir d'autres spécialités, par exemple. Comme dans mon cas, je me spécialisais dans la culture, les arts de la culture. Alors, j'étais présent dans les arts de la culture, je faisais valoir
promouvoir les arts, la culture, j'y crois beaucoup. Alors, il fallait être présent. Alors, chacun va avoir des possibilités, à un moment donné, de faire valoir, suivant ses compétences, dans le domaine des domaines d'excellence. Tu sais. Si on prend, mettons, Jacques Saint-Jean, qui connaît le sport, il va se spécialiser dans le sport. Moi, c'est la culture. Robillard, c'est une autre chose. Alors, chacun a des spécialités, puis chacun fait valoir ses qualités. Et comment est-ce qu'on choisit un bon ou une bonne conseillère? Comment est-ce qu'on fait ça, justement? Oui. D'abord, il faut avoir un bagage académique suffisant. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut être président des États-Unis, pas tout le monde qui peut être maire, puis pas tout le monde qui peut être conseiller municipal. Il faut avoir des qualités de base, d'abord un bagage académique suffisant pour pouvoir comprendre, lire un texte puis le comprendre, savoir... Parce qu'il y a beaucoup de matière quand on est en poste. Beaucoup, parce que tu dois couvrir le domaine scientifique, tu dois couvrir le domaine sportif, le domaine culturel, et tout, tu as tellement... Alors, ça prend un bagage académique, puis culturel aussi assez fort. Puis une curiosité, j'imagine aussi. Ah, très curieux pour aller au fond des choses, pour pouvoir développer. Oui, il faut être curieux parce que souvent, quelqu'un va te faire valoir un projet et puis si t'es pas curieux, tu vas pas au fond du projet, disons que tu peux te faire embarquer, comme on dit dans notre langage. Et en ce moment, ce que je trouve qu'il y a de bien, puis c'était pas ça à l'époque, c'est qu'il y a un bon équilibre entre hommes et femmes. Et je pense que les femmes amènent des choses que les hommes n'ont pas. C'est quoi la différence entre un conseiller et une conseillère, selon vous? Ça va dépendre. C'est que l'homme peut-être va peut-être plus rationnel, la femme est un peu plus émotive. Ça fonctionne. Et c'est pas méchant. C'est souvent les dossiers, si on prend par exemple pour les personnes âgées, les femmes ont beaucoup plus de succès. Leur façon d'approcher les personnes âgées, les femmes ont c'est plus facile pour eux autres que pour les hommes. Dans le milieu culturel, disons que les hommes actuellement, les hommes, pour la direction du milieu culturel, les hommes ont le pouvoir. Par contre, les participants du milieu culturel sont les femmes. Les femmes, ben oui. Si on prend des expositions, bien sûr, moi, je participe peut-être à 30 vernissages par année. Alors, ce sont des femmes qui sont peintes des qualités. Alors, puis, c'est quelque chose de différent, ça. Quand j'étais jeune, à un moment donné, j'allais dans des expositions. Il y a seulement des hommes qui faisaient de la peinture. Oui, à l'époque. Qui peignaient. Il y a 50 ans, là, disons que j'étais très jeune. Mais il y a 50 ans. Mais c'était seulement des hommes. Maintenant, des femmes, surtout des femmes, pratiquement pas d'hommes. Alors, il y a des choses différentes. La situation, il faut suivre les choses. Pas forcé pour rien, pas forcé pour avoir des hommes ou des femmes, mais naturellement, les gens s'en vont dans des milieux, des domaines qui les intéressent. Et notre droit de citoyen, je voudrais même, notre obligation, c'est d'aller voter. Et il faut aller voter. Parce qu'on a un problème au municipal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voter. On a quoi, un taux de participation de 40 À peu près 40 les dernières élections. Je sais qu'il y a quelques années, c'était à peu près à 55-56 Maintenant, il y a un manque d'intérêt. Et on remarque que les propriétaires et les personnes âgées votent, et les locataires et les jeunes votent moins. Alors, surtout au municipal. Parce qu'ils ont moins à perdre à ce moment-là? Parce qu'ils ne sont pas impliqués au niveau des taxes? J'imagine qu'il y a ça. Un manque d'implication. Ouais. Un manque d'implication. Les gens ne s'impliquent pas. Il y a un manque d'implication, c'est évident. Mais est-ce que je me trompe si je dis qu'en principe, on ne devrait pas chialer si on n'a pas voté? C'est vrai. C'est vrai. Souvent, on le dit parce que tu reçois des téléphones, parce que le personnage, le conseiller municipal doit être une personne qui reçoit beaucoup de téléphones. Moi, j'en recevais beaucoup, en tout cas, de toute façon. Alors, la personne, souvent, je demandais, avez-vous été voté? Non. Oui, c'est ça. Alors, il faut conscientiser les gens à aller voter. Souvent, tu vas réussir. Mais je remarquais que des secteurs de locataires, ça votait à 11 seulement. Alors, des secteurs de personnes âgées votaient à 55-60 Les jeunes votent moins que les vieux, c'est ça? Aussi, oui, beaucoup moins. Et les centres de personnes âgées votent beaucoup. Est-ce que les femmes votent plus que les hommes? Non. Non, c'est la même affaire. C'est à peu près égal. Hey, Jean-Jacques, peux-tu vous donner un rendez-vous comme ça pendant la campagne électorale? Ça me ferait plaisir. Épisodique, à revenir nous jaser de ça, de cette On arrête des municipale? beaux sujets à parler. Oh, c'est fort. On s'en fait d'autres. Merci, Jean-Jacques Lapierre. C'est un grand plaisir. Merci.
Pour nous parler d'une des entreprises horticoles et maraîchères les plus connues à Laval, mais aussi au Québec, je reçois la membre de la 3e génération. Il y en a même une 4e en préparation de la ferme Grover, Joëlle Grover. Bonjour, Joëlle. Allô. Ça fait plaisir de te recevoir. Explique-moi l'historique de ta ferme. Tu as grandi là-dessus. La ferme Grover, c'est quoi au juste? Bien, moi, j'ai grandi là-dedans. À la base, c'était mon grand-père, Laurier Grover, qui cultivait des tomates et puis des légumes. Et puis par la suite, c'est mon père, Jean-Claude Grover, qui a décidé de commencer les fleurs annuelles dans le métier. Et puis, à cours des années, ça a vraiment grandi. Puis maintenant, on est 5 enfants qui travaillent à la ferme. Et puis, il y en a 2 qui sont aux études parmi ça. Et puis, on cultive vraiment beaucoup les fleurs annuelles, les potées fleuries et tout. Fait que toi, tu as grandi dans les champs? Oui. Dans les serres? Oui. Est-ce qu'il y a une branche de ce métier-là que tu aimes plus que d'autres? Est-ce que c'est plus le côté horticole ou maraîcher? Je dirais plus le côté horticole. Oui, plus le côté horticole parce qu'on le développe beaucoup plus avec les années. Avant, on faisait que les fleurs annuelles au printemps pour planter à l'extérieur. Les caissettes, ce qu'on appelait les caissettes. Oui, les caissettes, puis les paniers suspendus et tout. Mais maintenant, on va jusqu'à faire aussi les chrysanthèmes d'automne qui est pour l'Halloween et pour mettre à l'extérieur après les annuels. On fait le poinsettia pour Noël. Et puis, on fait plusieurs potées fleuries au courant de l'année, comme le bégonia rigueur. Et puis, on produit à l'année maintenant. Fait que là, as-tu les mains dans la terre à journée longue? Non, moi, je suis dans le bureau. T'es dans le bureau? Je suis dans le bureau. Parce que t'es quoi? Adjointe aux opérations. Ça fait quoi, une adjointe aux opérations? Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de choses. Je m'occupe de tout. C'est que je parle aux clients, je fais les routes, savoir les livraisons, ils vont où. Je m'occupe aussi beaucoup de la publicité. La publicité, tout ce qui est communication. Et puis, je regarde aussi les planifications, puis les nouvelles choses, les nouvelles tendances. Les produits. modes, il y a des modes là-dedans. Oui, il y a des modes là-dedans. OK, parle-moi des modes là en ce moment. À l'automne, il va y avoir quoi comme mode? Bien là, c'est le chrysanthème. Je dirais qu'au Québec, c'est pas un produit très connu, mais le chrysanthème, c'est une fleur qui va à l'extérieur, qui résiste beaucoup au froid. Et puis, c'est beau pour mettre à côté des citrouilles et tout. Puis on peut le planter là? Pas besoin de le planter. C'est un pot fleuri. Ah, OK. On le met à côté de la citrouille. Ah, OK. C'est comme pour faire le décor à l'extérieur. Là. Puis ça vient en différentes couleurs, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est des couleurs d'un peu d'automne. Il y a le jaune, le violette, l'orange. C'est ça. Et puis après cette saison-là, on tombe au poinsettia pour Noël. Ça, c'est votre grosse production. Vous êtes devenu un des grands producteurs au Québec, sinon le plus grand de poinsettia. Oui, on est le plus grand producteur de poinsettia au Québec. Oui. 225 000 par année, c'est tout ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Moi, le poissettier, j'ai bien de la misère avec ça. Pas capable. C'est-à-dire que je l'achète, là. Il va durer jusqu'à après Noël, puis après ça, c'est fini. Qu'est-ce que je fais de pas correct avec le poissettia pour... Il y en a qui gardent ça l'année. Oui, ils sont vraiment... C'est des personnes qui sont très... Ils ont le pouce vert. C'est très dur de garder un poinsettia à l'année. C'est quoi? Je mets trop d'eau, pas assez de lumière? Bien, c'est ça. Le poinsettia, c'est une plante très, très fragile. Et puis même, il y en a qui l'achètent au début décembre puis qui ont de la misère à le garder jusqu'à Noël. Le poinsettia n'aime pas les courants d'air, n'aime pas les sources de chaleur trop élevées, les sources de froid. Il n'aime pas quand il y a trop d'eau. Ça a besoin juste d'un petit verre d'eau à chaque jour. Et puis, sans plus. Et puis, après Noël, ça devient une plante verte. Ça ne garde pas sa rougeur. Et puis le faire rerougir, si on veut, c'est très dur. C'est le soleil, il faut qu'il soit contrôlé. Et puis, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'il faut à chaque année retourner chez vous, aller s'en choisir. Il faut en acheter un nouveau. D'ailleurs, les portes sont ouvertes depuis l'année dernière. En fait, à chaque automne, vous ouvrez vos portes pour que les gens aient choisir leur propre poissettia à la ferme Grover. Oui, c'est ça. C'est à la fin du mois de novembre. On ouvre notre centre de jardin situé sur le boulevard Saint-Martin. Et puis, on a plusieurs formats de poinsettia, du 4 pouces et demi au 10 pouces. Donc, vous pouvez le mettre sur un centre de table jusqu'à un gros pot que vous pouvez mettre au sol. Et puis, il y en a qui sont naturels, juste avec un simple cache-pot. Et puis d'autres, il faut mettre des brillants. Et puis, il y a des décorations, tout décoré. Oui, il y a plusieurs couleurs, le blanc, le rouge, le rose. Puis c'est même devenu une destination touristique, la ferme Grover. Les gens se promènent chez vous? Les gens ne peuvent pas se promener dans les serres. Non, mais aller choisir leur poissettia. Oui, kiosque aussi, on peut acheter des aliments, il y a un kiosque sur l'avenue des Pas Bois. des fruits, mais des légumes, excuse-moi. Oui, mais il y a des fruits au kiosque. Oui. Oui, il y a des petits fruits, des framboises, des fraises qui sont en vente au kiosque. Puis à notre centre de jardin, c'est ça, les clients, c'est quand même assez grand notre centre de jardin. Et puis, ils peuvent voir au loin la production des fleurs aussi. Bon, fait que c'est le temps d'y aller. On a encore le maïs. On peut acheter le maïs encore? Oui. Est-ce qu'il en reste encore? Oui, il en reste encore. C'est une bonne année pour le maïs cette année? Il y a eu beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour le maïs cette année. Ça a changé quoi, justement, dans la texture du maïs? C'est pas dans la texture, mais c'est plutôt dans comment ils ont poussé et tout. OK. Oui. Ça a changé le goût un petit peu?
Non. Non, c'était bon. Une bonne cuvée, on va dire. Oui. Fait que c'est le temps d'y aller. Alors, on peut se promener, donc, on peut aller faire choisir nos poissonniers à partir de la mi-novembre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis sinon, si moi, je veux aller faire un tour à vos kiosques, ça ferme bientôt? Ça ferme pour après l'Halloween. OK. Dans le fond, on va avoir des citrouilles. Donc, le kiosque, il reste jusqu'à l'Halloween pour la vente des citrouilles et tout. Et puis, ça ferme à la fin du mois d'octobre. Alors, l'adresse 7360 boulevard Saint-Martin, c'est à Sainte-Dorothée, c'est bien Oui, ça? ça, c'est pour les serres. Les kiosques, qui est sur l'Avenue des Bois. L'avenue des Bois, Le donne-moi donc. 700 Avenue des Bois, Merci à beaucoup. Sainte-Dorothée. Puis sinon, peux-tu vous appeler 450-689-0444? Oui, exactement. Sinon, allez en ligne, fermegrover.com, vous allez avoir là, tous les détails. On a aussi une page Facebook. Oui, en Oui, plus. on a une page Facebook. Bon, ben écoute, Joël, merci beaucoup. On vous souhaite un bel automne. Ça fait plaisir, merci. Aux arts et spectacles avec Younes El Moustir. J'adore ton nom. J'aime ça, la façon avec laquelle tu prononces mon nom. Oui, avec Ça un petit côté exotique. C'est ça, exotique, c'est le fun. Tu viens nous parler de la programmation 2013 de la salle André-Mathieu. Absolument, Amélie. Donc, je vous parle de la programmation de la salle André-Mathieu, une programmation très diversifiée cette année pour les amateurs de théâtre, de musique, de spectacles d'humour, mais aussi de cinéma, parce que cette année, on a ce qu'on appelle le Ciné-Club de Laval. Ah oui? C'est des projections qui se font à la salle André-Mathieu, des projections de films qui ne passent pas nécessairement dans les grosses salles de cinéma. OK. Et c'est pas trop cher. Et ce qui est le fun avec cette projection, c'est qu'il y a des artisans du film, donc des réalisateurs, des producteurs ou des acteurs qui se retrouvent sur place après le film pour pouvoir discuter du film, puis bien. discuter de comment ils ont aimé ça, puis leur expliquer un peu l'envers du décor dans le tournage et tout. Donc ça crée une discussion extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de jeunes du Cégep Montmorency qui vont voir les films parce que ça fait partie de leur programme et ça crée un peu, des fois, on fait des discussions avec des plus jeunes, puis avec une différence d'âge entre les générations, puis c'est le fun. Ça coûte pas trop cher, c'est entre 5 et 6 $, 5 $ pour les étudiants, 6 $ pour les prix réguliers. Et la première diffusion, ça va être le 23 septembre prochain avec le film La Vache. Donc, si vous voulez voir ça, pas trop cher, mais une soirée très agréable, ben, je vous invite tous à y aller. C'est un film indépendant ou c'est Pas nécessairement, c'est des films parfois indépendants, mais des fois des films connus. Avec budget, là. OK. Exact. Il y a eu, à un moment donné, ils ont présenté un film de Pods, le réalisateur Pods. Il y avait Claude Legault qui s'est présenté sur place. Ah oui, OK. Puis on a jasé après le film. Ah, c'est fun. C'était très agréable. Ben, il y a l'Orchestre symphonique de Laval Oui. qui est dirigé par Alain Trudel, qui est une personne tellement charismatique et tellement généreuse, qui présente un nouveau spectacle cette année à la salle André-Mathieu aussi, un spectacle qui s'appelle Passionné. Là, excusez-moi si je le prononce pas très bien, Tchaïkovski et Sir Hill Salov. C'est un spectacle qui va être diffusé, pas diffusé, mais qui va être à la salle André-Mathieu le 25 septembre prochain. Une invitation aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Tout à fait. Les spectacles d'humour, là, c'est extrêmement riche parce qu'ici à Laval, les gens vont voir des spectacles. Donc C'est ce qui est les le plus artistes, populaire. exactement, les artistes aiment ça venir à Laval parce qu'ils vendent énormément de billets. On a Lise Dion qui vient avec son nouveau spectacle, un spectacle qui a remporté le spectacle le plus populaire aux derniers Olivier. Écoute, un spectacle qui a eu des très, très bonnes critiques. C'est sûr, c'est l'un des spectacles que j'aimerais aller voir. Lise Dion, c'est un classique. Lise Dion, elle est tellement... Tout le monde l'aime. Ah ouais. Moi, je l'aime. Donc, ça se passe le 26, 27 et 28 septembre prochain. Pour ceux qui veulent aller la voir, on a Laurent Paquin le 5 et le 6 octobre aussi. Mesmer, le 10 et le 11 aussi qui va être là. Et pour les amateurs de théâtre, ben, la pièce Brou, Oui. qui est quand même un classique qui vient ici à Laval. Ça se passe le 29 et le 30 octobre, 2 représentations ici à Laval. Donc, Ça va se vendre comme des petits pains chauds, ça, donc faites vite, je crois. J'en suis sûr, c'est un classique. Ça marche toujours, cette pièce-là. Puis ils reviennent à chaque année avec un spectacle. Puis probablement que ça va continuer comme ça pour les prochaines années. Rachid Badouri, qui était en Europe, il a terminé sa tournée en Europe pour son premier one-man show. Il a fait une grosse tournée, des spectacles là-bas. En français? En français, OK. oui, en français en Europe. Et là, il revient ici
pour son deuxième one-man show. Il a travaillé un petit peu là-dessus l'année dernière. Et là, il revient et il va être à Laval. Lui, il est originaire de Laval en plus. Il vient présenter son deuxième one-man show dans sa ville natale. Ça se passe le 24, le 25 et le 26 octobre prochain. Prenez ça en note. Et Ginette Renault, ça, c'est un beau petit cadeau qu'on peut offrir à notre papa, à notre maman. Ça fait toujours plaisir. Le 29 et le 30, le 29-30 novembre prochain et le 1er décembre aussi. Et le gala La Disque a mis en nomination dans 3 catégories la salle André Mathieu pour la salle de spectacle de l'année, diffuseur de spectacle de l'année et l'équipe de promotion web de l'année. Félicitations. Ça m'étonne pas du tout. C'est tellement une belle salle. Il y a souvent des productions cinématographiques qui sont tournées là, des vidéoclips. Absolument. C'est une grosse salle, une belle salle qui attire beaucoup d'artistes. Et on félicite d'ailleurs les gens de la salle André Mathieu pour leur bon travail parce que il faut du personnel, il faut faire du bon travail pour faire de la bonne publicité comme ils le font si bien. Et on peut se procurer les billets sur le site de la salle André Mathieu, j'imagine? Exactement, le www.salleandrémathieu.ca pour avoir toutes les informations. Et là, vous pouvez acheter les billets là-bas aussi. Parfait. Et on termine ça en parlant de la semaine de la culture. Oui. Alors, on termine... Journée de la culture. Mais là, c'est très bientôt, 27, 28, 29. Non, ça s'en vient. C'est là. Ça s'en vient. Oui. Donc, le 27, le 28, le 29 septembre prochain, c'est leur 17e édition. C'est les Journées de la culture de Laval. Donc, c'est vraiment une invitation qu'on lance aux Lavallois et aux Lavalloises pour venir découvrir ou redécouvrir la culture ici à Laval. Plusieurs activités sont proposées, des pièces de théâtre, des expositions. On a des ateliers, des spectacles et entre autres, on va voir sur le parc de Laval-Ouest l'inauguration de l'œuvre blanche qui se passe le 28 septembre, un samedi à partir de 13h. Il va y avoir plusieurs activités qui vont être proposées sur place, mais c'est vraiment, ça se passe pas juste là, ça se passe un petit peu partout à Laval. C'est vraiment une belle occasion, je trouve, pour faire découvrir aux Lavallois leur culture ici dans leur région. C'est important d'encourager les artistes locaux. On sait que c'est pas toujours facile d'être artiste. C'est très important. Ils font des belles choses, je trouve. Oui, tout à fait. En plus, c'est une fin de semaine, c'est vendredi, samedi et dimanche. Donc, ça fait des belles sorties en famille, entre amis. Des sorties originales. Oui, ça fait un peu... C'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est extrêmement positif. Merci beaucoup, Younes. Alors, allez encourager les artistes locaux. Oui, c'est une invitation qu'on lance à tous les Lavallois et les Lavalloises. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Je suis en compagnie de Amy Togo, agente de projet pour la table des concertations de Laval en conditions féminines. Madame Togo, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas la table des concertations de Laval en conditions féminines, qu'est-ce que c'est exactement? La table de concertation en conditions féminines, on est un regroupement d'organisations, de plus de 25 organisations lavalloises qui travaillent en conditions féminines. Alors, ensemble, on fait de la défense de droits et on travaille à l'amélioration des conditions de vie des femmes, notamment des Lavalloises. Toujours pour que la femme ait plus de place un peu. Oui, tout à fait. En fait, avec nos membres, de concert avec elles, on détermine des priorités d'action, on détermine des champs d'intervention qu'on trouve particulièrement importants. Et puis, ça peut varier parfois selon la conjoncture politique et sociale. Et une fois qu'on a déterminé nos priorités, alors à ce moment-là, on agit collectivement en faisant des actions pour faire de la sensibilisation, en faisant des études, encore une fois, pour connaître les réalités des femmes ou tout simplement en travaillant ensemble pour améliorer la qualité de vie, les conditions des femmes. Mercredi dernier, le 18 septembre dernier, vous présentiez justement une conférence. Oui. Qu'est-ce que c'était? En effet, parce que la table de concertation en conditions féminines célèbre cette année son 25e anniversaire. Donc, on tenait une conférence de presse pour lancer les activités du 25e anniversaire. Et c'est intéressant parce que les premières réunions de la table de concertation étaient... le but de ces premières rencontres était d'organiser des activités en lien avec le 50e anniversaire du droit de vote des femmes. OK. Alors, les groupes à Laval... C'est important de mentionner ça, je pense. Oui, tout à fait. Et puis, à ce moment-là, les groupes lavallois s'étaient rencontrés pour réaffirmer l'importance de la place des femmes en politique et puis réitérer l'importance que les femmes prennent leur place et font entendre leur voix. Et c'est intéressant de voir que 25 ans plus tard, on se retrouve dans le même contexte,
en vue des élections municipales aussi. Alors, on trouvait ça intéressant de mettre en lumière l'implication politique des Lavalloises dans le cadre du lancement du 25e anniversaire de la TAM. Et pour ceux et celles qui se demandent, est-ce que c'est pour ceux qui veulent s'impliquer avec vous, est-ce que ça prend, on doit être membre ou comment ça fonctionne? Celles qui veulent s'impliquer avec nous, oui, elles peuvent être membres. C'est sûr que la grande majorité de nos membres, ce sont des organisations qui travaillent en conditions féminines, mais nous avons aussi quelques membres individuels qui souhaitent, qui s'impliquent auprès de nous. Et nous avons aussi divers projets, dont le projet Lavalloise d'influence qui vise à promouvoir la représentation féminine dans les instances décisionnelles et à encourager, à soutenir les femmes qui veulent se lancer en politique. Et en vue des élections qui s'en viennent très prochainement. Parce que ça, on trouve qu'en politique, il n'y a pas assez de femmes, alors vous voulez l'exploiter encore plus. Mais c'est sûr, nous représentons plus de 50 % de la population à Laval et puis il faudrait qu'on soit présente encore plus pour pouvoir... il faudrait qu'on soit présente de façon paritaire pour faire valoir nos points de vue, pour faire valoir nos besoins qui sont aussi différents. Les réalités des femmes sont différentes, donc s'ils ne sont pas là pour faire valoir leurs opinions, les décisions reflèteront moins leurs opinions. Oui, leur réalité aussi. Et vous faites quoi pour les influencer? C'est toute la population féminine à justement adhérer à un peu plus de politique? Dans le cadre du projet Lavalloise d'influence, qui existe depuis déjà plusieurs années, nous offrons des formations en communication et leadership, nous offrons des conférences sur des thématiques en lien avec l'exercice du pouvoir, et puis aussi des activités de réseautage où les femmes qui souhaitent rencontrer d'autres femmes comme elles. En politique ou qui en politique ou aussi des instances décisionnelles comme des conseils d'administration, comme des comités parents, des commissions scolaires. Fait que ça peut être la politique active ou tout autre lieu où elles doivent défendre des intérêts ou prendre la parole. Alors, on encourage ça à travers toutes ces activités-là. Et mercredi passé, à la suite de la conférence de presse, justement, nous avions invité Mme Micheline Dumont, une historienne spécialiste de l'histoire des femmes au Québec, qui est venue parler justement de l'apport des femmes à la politique municipale, au pouvoir municipal, et comment elles ont contribué à faire changer les choses et comment elles ont contribué à avoir plus de droits sur ce palier-là, sur le palier municipal. C'est important. Oui. Et puis, donc c'est ça. Alors, en vue des élections qui s'en viennent, nous avons redoublé nos efforts en ce sens-là et nous avons soutenu, appuyé plusieurs femmes qui avaient exprimé l'intérêt pour exercer le pouvoir à ce niveau-là. Et donc c'est ça. Alors, on observe avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe actuellement au sein des partis. Et là, au courant de l'année au complet, étant donné que c'est votre 25e anniversaire, vous allez organiser beaucoup d'activités. Oui, donc on invite la population lavalloise à surveiller ça. Nous allons de façon très régulière produire des chroniques qui vont porter sur des enjeux, des problématiques touchant les femmes et notamment les Lavalloises. Et ça nous permettra de voir l'évolution dans ces dossiers au courant des 25 dernières années, aussi les actions que les Lavalloises ont menées pour améliorer leur sort. J'imagine que depuis les 25 dernières années, votre organisme, la table de concertation en conditions féminines, a quand même fait un grand pas vers en avant pour aider la condition féminine? Nous avons mené beaucoup d'actions. C'est sûr que... tout simplement, si on regarde au niveau des solidarités, des alliances qui existent entre les groupes qui travaillent sur le terrain, une table de concertation, ça permet de se solidariser sur certains dossiers qu'on trouve importants, de collectiviser nos énergies, de bien échanger aussi l'information, ce qui est très important. Alors, de s'appuyer mutuellement et de réfléchir aussi ensemble, de préciser notre analyse face à toutes ces problématiques-là et ces enjeux-là. Oui, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais il y en a encore beaucoup qui restent à faire. Alors, on peut vous suivre, hein? Vous avez un site Internet, on peut vous suivre sur Facebook aussi également? Oui, notre site web, c'est le www.tclcf.qc.ca. Donc, toutes nos activités sont affichées sur notre vitrine web. Nous allons également produire une exposition virtuelle qui va présenter toutes les réalisations de la TAM durant les dernières
2 décennies et demie. Alors, On peut vous joindre aussi au 450-682-8739. Alors, Madame Pego, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Eh bien, on peut vous suivre justement sur Facebook, on peut vous téléphoner. Alors, à toutes ces femmes qui veulent faire avancer justement la cause de la femme, eh bien, c'est la table des concertations féminines en conditions féminines de Laval. Une place à aller vous suivre. Merci beaucoup, Madame Pego. merci à vous. Elle est la lauréate pour la région de Laval du prix Claude Masson dans le cadre du prix Hommage Bénévolat Québec 2013, donné au suivant, connaît ça depuis l'âge de 16 ans. C'est une fille que j'adore. En plus, c'est notre productrice déléguée, Peggy Belland. Bonjour. Bonjour, Éric. Belle présentation. Écoute, ça me fait tellement plaisir. Oui, je suis très contente d'être ici pour présenter la chronique Mille merci. Bien, je vais parler un petit peu de mon prix Hommage bénévole Québec. Dis-moi d'abord, c'est quoi ce prix-là? Oui, bien, ce prix-là, ça rend reconnaissance à des citoyens et citoyennes de tout le Québec. Donc, c'est des gens qui donnent ta candidature pour te remercier, soit de quelque chose que tu as fait ou de ton implication depuis plusieurs années. Donc, je l'ai reçu pour... Puis toi, c'était pourquoi, au juste que tu l'as mérité? Bien, moi, en fait, c'est sûr que j'aime les gens, j'aime le domaine humain. Donc, je l'ai reçu par rapport à mon implication dans la Fondation Simple Plan, qui est une fondation qui vient en aide aux jeunes. Une cause qui me touche beaucoup, tout ce qui est relatif aux jeunes. J'ai été impliquée dans les clubs optimistes aussi, dans ces mouvements-là. Il y a une dame, Maman Rita Ferrante, que j'aide à Laval. Que je connais? Oui, Maman Rita, qu'on a reçue ici à l'émission, qui a parti un organisme qui s'appelle Le Bonheur en compagnie, qui vient en aide aux aînés de Laval. Donc, je donne un petit coup de main. Fait que pour tout ça, j'ai reçu un beau prix, le prix Hommage Bénévole Québec. Puis ça part de ton éducation, se redonner au suivant? Oui, bien, je crois qu'on vit dans une société de fous, hein? Tu sais, on est très tout le temps individualiste, oui, en plus. on est tout le temps occupé par le travail, par tout plein de choses. Et le fait de faire du bénévolat, ça nous permet de rencontrer des nouvelles personnes dans un environnement différent du travail, dans le fond, qui est différent. Et pour moi, je trouve important, c'est ma façon de redonner à tous les jours en m'impliquant bénévolement dans des causes qui me touchent à cœur. Oui. C'est un petit peu de là qui est partie aussi la chronique aujourd'hui. Bien, justement, explique-moi, c'est quoi Mille merci? Oui, la chronique Mille merci, c'est une chronique qui vise à reconnaître, c'est une vitrine qui va permettre aux gens cachés, tous nos petits trésors lavallois, là, de les connaître. Parce que, tu sais, peut-être que notre voisin fait des choses extraordinaires, puis on ne le sait pas. Donc, je me suis donné comme mission, avec toi, Éric, d'aller à leur rencontre, d'aller les voir dans leur milieu, de faire une capsule, de les interroger, et c'est une façon de leur dire merci pour leur implication. Donc, c'est un petit peu ça l'objectif là, au cours des prochaines semaines pour la saison. Je vais me rendre à chaque semaine voir un super trésor lavallois. Je vais aller à sa rencontre. Puis on va avoir aussi besoin de la collaboration des gens pour nous dire leur petit trésor à côté d'eux. Oui, parce que je veux dire, on a quand même plusieurs ressources. Oui, c'est ça. Mais je suis certaine qu'à la maison, il y a des gens que vous connaissez dans votre entourage. Ouais. Ça va être le temps de nous écrire, de faire une présentation sur eux et de nous dire on veut les remercier. Okay. Et si vous connaissez des gens autour de vous là, qui font quelque chose d'exceptionnel, envoyez-nous un petit texte pour nous les présenter. Ça va nous faire un plaisir d'aller à leur rencontre de ces super Lavallois. Bon, puis moi, à la fin, bien sûr, je vous donnerai les coordonnées justement pour nous envoyer vos suggestions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Oui, à la semaine prochaine, Éric. Merci, Peggy. Pour les amateurs de films d'horreur, il y a le film Insidious 2 qui est sorti tout récemment en salle le vendredi 13 dernier. D'ailleurs, bon coup de marketing, sortir un film d'horreur un vendredi 13. Et Nicolas Vincent Poirier, tu es ici pour nous en parler. Je suis très contente de te rencontrer, Nicolas. Oui, bien moi aussi. Passez un bel été? Oui, pas mal occupé, mais oui, tout à fait. Et j'avais hâte de te rencontrer parce qu'on m'a dit que tu connaissais ton cinéma d'aplomb. Alors moi, je tripe sur le cinéma, surtout d'horreur. Oui, je connais ça. Oui, je suis un grand passionné de cinéma. Et pour le film Insidious 2, c'est un film que j'ai adoré. Mais par contre, il ne faut pas aller voir le 2 si on n'a pas vu le premier. C'est comme le titre d'ailleurs, c'est Insidious Chapter 2, Insidieux chapitre 2. Donc, il faut avoir vu le premier. Et je ne peux pas raconter l'histoire du deuxième parce que ça commence là où le premier a terminé. Okay. Donc, il y a un punch qui est dévoilé à la fin du premier. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, le premier, c'est l'histoire d'une famille tout à fait ordinaire. Ils déménagent dans une maison et le petit gars, il y a un petit gars justement qui
il se cogne la tête, il tombe, on présume qu'il se cogne la tête et qu'il tombe dans le coma. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses étranges qui arrivent dans la maison. La famille présume que la maison est hantée, ils changent de maison, mais là, ces phénomènes étranges-là reviennent dans la maison. Donc, ils se rendent compte que c'est pas les maisons qui sont hantées, c'est le petit gars dans le coma qui habite avec eux qui est hanté. Et moi, le premier, je l'avais adoré et surtout, le réalisateur, je le trouve génial, il s'appelle James Wan. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, eh bien, c'est celui qui a réalisé le film The Conjuring, Mon film d'horreur préféré, que j'ai vu tout récemment d'ailleurs, et on en parlait avant d'être en ondes. Pour moi, là, ça a battu tous les records de films d'horreur que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Et Dieu seul sait que j'en ai vu beaucoup. C'est vraiment excellent. Et The Conjuring, en passant, ça a remporté, ça a eu un énorme succès. Je pense plus de 250 millions de dollars au box-office pour un film d'horreur. On est rendu dans les 300 millions de dollars pour un 20 millions d'investissement. Et c'est la même chose pour Insidious. On parle le deuxième, 5 millions d'investissement. Et en 2 jours, le film a battu des records. 41 millions de dollars en Amérique du Nord seulement. Il n'est même pas encore sorti ailleurs dans le monde. Insidious, le premier en 2011, lui a encore battu plus de records parce que c'est le film le plus profitable de 2011. Pas qu'il a rapporté le plus d'argent parce que c'est Harry Potter avec 1,3 milliard, mais le film a quand même coûté 250 millions à faire. Le film Insidious, le premier, a coûté 1,5 million à faire. Il a rapporté 97 millions. C'est un exploit pour un film d'horreur. C'est excellent. Mais James Wan, le réalisateur de tous ces beaux films-là, en premier, s'est fait connaître grâce au film Décadence. Ah, OK, c'est lui, c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Et Décadence, c'est le même principe. Ça avait un budget de, je pense, 1,2 million et ça avait rapporté quelque chose comme 102 ou 103 millions au box-office international. Donc, lui, ce qui est génial, c'est qu'il réussit à faire des films vraiment pas chers et bon, ça rapporte énormément d'argent. Et ce qui est super avec ce film-là, avec le film Insidious, c'est qu'il est encore... Il travaille beaucoup avec son scénariste Lee Whannell et c'est eux qui ont travaillé ensemble sur le film c'est Lee Whannell et James Wan qui ont écrit le scénario ensemble. Et c'est la même chose pour Insidious. Pour ce qui est de Conjuring, c'est d'autres scénaristes. Et c'est basé en passant sur un fait vécu. Pour tous ceux à la maison qui ont aimé Insidious, le premier, allez voir le deuxième, c'est vraiment bon. Pour ceux qui n'ont pas aimé ça, ben c'est pas compliqué, allez pas le voir. Mais moi, je vais remédier à ça là, rapidement parce que j'ai même pas vu le premier, mais je suis sûre que c'est tout à fait mon genre de film, donc je vais aller voir ça, c'est sûr. Tu dois aller voir le premier. C'est vraiment... Moi, j'ai trouvé ça meilleur que The Conjuring. Ah oui! Ah mon Dieu! OK, c'est bon. Ben merci beaucoup, Nicolas. C'est très apprécié. On se revoit la semaine prochaine? Oui. Merci. Bien, c'est ce qui conclut notre émission de cette semaine, notre première émission de Laval et compagnie. Vous me connaissez, mais elle, c'est qui? Amélie Paul. Oui, j'ai brisé la glace. En vérité, j'ai survécu. Éric. Parle-moi de ton école. Par où t'es passé pour arriver jusqu'ici? Tu veux vraiment savoir? Oui, non. OK, alors, mon école, la télévision, ça s'est fait à Call TV. Oh, wow! Oui, mais ça commence rough quand même. Oui, c'est dur, Call TV, c'est 2 heures en direct. Et en plus, c'était dans un autre pays. C'était à Vienne, en Autriche. Alors, 2 heures en direct sans pause publicitaire. C'était quand même intense. Puis, t'as aimé ta première expérience, ça va, ici, comme ça? Oui, avec toi, ça se passe super bien. C'est moins stressant, disons. Bon, ben je vous dis tout de suite là, que si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des sujets d'invités à nous communiquer, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'émission Laval et compagnie. On va pouvoir à la fois vous écouter et vous lire. Alors, voici au bas de l'écran, par téléphone, le numéro pour nous rejoindre qui est le 450-973-8005. Prenez-le en note. Sinon, vous pouvez nous écrire par courriel à info@tvrl.ca. Donc, info@tvrl.ca. Et on a aussi notre page Facebook de Laval et compagnie où vous pouvez nous écrire. Et on va bien sûr remercier tous nos invités pour cette première édition. Tout à fait, merci. D'abord Jean-Jacques Lapierre, qui était notre invité politique, Joël Grover, qui nous a parlé de la ferme Grover, les chroniqueurs, tiens, je vais faire le tour, Ghislain Plourde, Sarah Bibot, Younes El Moustir, Martine Larose et Nicolas Vincent Poirier, qu'on appelle affectueusement NVP. Manon Lemieux, qui nous a fait notre recherche, et puis, bien sûr, à la réalisation, Alain Huppé pour cette première émission. Et puis, en terminant, j'aimerais vous dire une petite pensée, puis elle va revenir souvent, parce que ça, je vous dirais, ça décrit bien l'émission Laval et compagnie. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Je souhaite une bonne semaine. C'est magnifique. On reprend ça la semaine prochaine? Oui. Pour une autre émission. Merci. De Laval et compagnie. Bye tout le monde.